Merci, bonjour à tous. Je suis très content et très fier de vous recevoir une fois de plus sur notre plateau d'FTK Live. Samuel Fateki à la présentation comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis une fois de plus très content. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous allons parler d'une matière très importante. Nous allons manger de la matière. Nous allons manger de la matière et nous allons parler d'un sujet qui touche vraiment la population, les paisibles citoyens. Un sujet qui nécessite vraiment d'en parler, surtout avec des experts du domaine. Pour ce faire, aujourd'hui, je reçois pour vous un chercheur scientifique. Je reçois pour vous un chercheur scientifique, un assistant d'université, ainsi que, en fait, il a plusieurs titres, il va se présenter, mais au moins, ça, c'est la petite présentation. Il est également docteur à l'université de Kinshasa, dans la faculté de sciences économiques. Pour ce faire, je vous présente mon invité aujourd'hui, c'est Monsieur Albert Ngoïmbaya, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Samuel, et je vous réitère le même vœu. Merci, je n'ai pas massacré votre nom. Donc, j'aimerais qu'on commence par une présentation, une très longue présentation. J'aimerais que vous-même, vous puissiez vous présenter afin que les gens puissent bien vous connaître. Merci beaucoup, Monsieur Samuel. Je suis Monsieur Albert Ngoïmbaya, comme vous l'avez dit. Je suis ici comme scientifique, chercheur scientifique, bien entendu. Tout d'abord, avant de commencer notre vif de la matière, j'aimerais d'abord brièvement me présenter. Je suis chercheur scientifique. Actuellement, je venais de décrocher ma maîtrise en finance, banque, fiscalité, assurance à l'université de Kinshasa. Et je suis inscrit en thèse. Donc, je suis en thèse, un peu pour corriger. Je ne suis pas encore docteur, mais je suis doctorant à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Au-delà de ça, je suis aussi également diplômé de hautes études en stratégie et défense au Collège des hautes études de stratégie et défense CHESD. Et je suis également doctorant parce que je venais de décrocher aussi ma maîtrise aussi également là-bas. Et je poursuis aussi avec la thèse de l'autre côté. Au-delà de ça, je suis chercheur à la faculté des droits à l'Université libre de Kinshasa. Et aussi, je suis également apprenant à l'Académie congolaise de la diplomatie et assistant d'université. Et puis, chercheur scientifique indépendant et auteur de plusieurs publications scientifiques, articles, ainsi que quelques ouvrages. Donc, j'interviens ici dans un cadre purement scientifique, au-delà de mes multiples autres casquettes. Merci. Merci beaucoup pour cette très longue présentation. Vous avez compris qu'on n'est pas face à n'importe qui. C'est quand même une personne qui a de la matière. Donc, pour aujourd'hui, je reçois M. Albert Ngoï pour parler d'un sujet très pertinent. Vous l'avez entendu dans sa présentation qu'il a eu à faire ses études également à CHESD, le Collège de hautes études de stratégie et de défense, où il a eu à défendre récemment, je crois, au mois de juillet. Et son travail portait sur les sujets phénomènes braquage et insécurité des opérateurs économiques à Kinshasa. Donc, je retiens des choses, je retiens braquage et insécurité des opérateurs économiques à Kinshasa. Par rapport à votre sujet, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez prendre 5 minutes pour nous faire une synthèse de votre travail? Merci, Monsieur Samuel, une fois de plus. Effectivement, nous avons, dans un passé récent, court, défendu avec brio devant un jury composé d'éminents professeurs et stratèges du pays
et des hauts gradés de l'administration militaire de notre pays, le travail de mémoire ayant pour thème le phénomène braquage et insécurité des opérateurs économiques à Kinshasa. Ce travail ou ce sujet fait suite à une longue période d'observation de ces phénomènes sociaux qui a tendance à déranger la quiétude des paisibles opérateurs économiques dans un contexte du pays marqué par une pauvreté accrue et un chômage hors du commun. La population s'est retournée vers certains moyens de remplacement en vue de faire face à certaines difficultés de la vie en termes de la satisfaction des besoins sociaux de base. C'est ainsi que certains se sont livrés à des activités commerciales, notamment les commerces de l'économie de cash. Les autres ont créé des cambismes de rue, les sons des cambistes de rue, voulais-je dire. Les autres se sont plutôt attelés à des opérations d'échange de monnaie. Les autres ont créé des petites activités, notamment boutiques, pharmacies, charcuterie, ainsi de suite, toujours dans le sens de se prendre en charge, de l'auto-prise en charge et une façon de développer l'entrepreneuriat personnel. Mais force est de constater que derrière les efforts entrepris par les paisibles opérateurs économiques, il y a aussi une autre facette qui est cachée, qui est le banditisme urbain, Oui. qui est une autre forme de criminalité urbaine que nous avons appelée dans le cadre de notre étude le braquage. Et ce phénomène qui est en train de prendre les allures inquiétantes dans notre ville de Kinshasa mérite l'attention des chercheurs scientifiques que nous sommes en vue de pouvoir tant soit peu mener une autopsie scientifique et pouvoir proposer des solutions idoines aux autorités compétentes. Cette question qui relève également de la sécurité, c'est comme ça que nous avons eu à développer ce thème au niveau du Collège de hautes études en stratégie et défense, qui est un centre régional par excellence de réflexion en matière stratégique. Et nous avons eu à constater que il y a beaucoup qu'il faut faire en dehors de repenser l'activité policière. Il faut aussi voir comment réorganiser la gouvernance sécuritaire de la ville de Kinshasa et essayer aussi d'intégrer certains aspects de la sécurité numérique que nous allons évoquer un peu plus tard dans le développement de notre entretien de tout à l'heure. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris, là c'est la quintessence du sujet. Vous avez essayé d'expliquer pourquoi les choix de ces sujets. Mais moi, j'aimerais qu'on entre un peu dans les vifs du sujet pour un peu être plus bref. J'aimerais savoir, selon vos études, les phénomènes braquage à Kinshasa, après vos recherches, je ne sais pas, est-ce que vous avez y avoir une source? Ça vient d'où réellement ces braquages? Et c'est souvent dû à quoi, les braquages ici à Kinshasa? Merci beaucoup pour la question pertinente qui intéresse presque l'ensemble de notre peuple habitant la ville-province de Kinshasa, tout comme les provinces, l'intérieur du pays, parce que ces phénomènes de braquage, nous sommes en train d'ailleurs, lors de notre travail de thèse, de doctorat, toujours au Collège de hautes études, parce que nous avons décidé de creuser en profondeur ce thème. C'est un
c'est un mot, le braquage, qui intéresse presque tout le monde parce qu'il y a des cas de braquage qui s'observent même en province. Ok. Dans des routes, il y a des coupeurs de routes, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des formes de braquage. Alors, les braqueurs, ce sont, du point de vue origine sociologique, ce sont des anciens militaires, des anciens policiers ou des groupes bien organisés qui se livrent à des actes de banditisme et des criminels aux côtés des opérateurs économiques. Ces gens-là, ou ces braqueurs, comme je l'ai dit, les anciens militaires et policiers qui ont déserté à leur serment légal pour peut-être multiples raisons. Par exemple, à cause de la non prise en charge convenable, Oui. ou bien parfois les besoins plutôt d'un enrichissement rapide et illicite et sans cause. Ils se livrent à des actes pareils, ou bien les salaires qui ne parviennent pas à nouer les deux bouts du mois. On préfère aller déranger la quiétude des paisibles opérateurs économiques en causant les actes de banditisme, causant aussi la désolation auprès des paisibles opérateurs économiques qui se mettent aussi à chercher les petits moyens de leur survie. Ok. En fait, c'était déjà très important parce que c'est vrai qu'il y a des braqueurs à Kinshasa. Les derniers cas, je crois, c'était à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa. Ouais. Il y a des braqueurs, mais les grands problèmes étaient de savoir ils viennent d'où. Parce qu'avec la réponse dont vous venez de donner, que ce sont des anciens policiers, militaires et tout ça, c'est et que aussi des groupes bien organisés. Bien organisés. Il y a aussi des paisibles citoyens, des jeunes gens désœuvrés Ok. qui n'ont pas trouvé peut-être un emploi rémunérateur. Ils se livrent à des actes comme ça en complicité avec certains services de sécurité. Parce que nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, les armes avec lesquelles Oui. ces Ça provient gens d'où? opèrent, non, ce n'est pas une question que vous aurez comme secret de polichinelle. Ces armes-là proviennent de la complicité interne avec les services de sécurité. Notamment aujourd'hui, il y a ce système-là de prêter les armes moyennant un $20, un $10. Après opération, on vient retourner l'arme. Et ce sont des pratiques comme ça que nous avons eues lors de nos enquêtes sur terrain, lors de nos recherches, lors de nos différentes questions que nous avons eu à poser à l'endroit des victimes et quand nous avons eu à approcher certaines personnes qui se livrent à des actes pareils, ont eu à nous confier cela comme un secret. Donc, vous comprenez que ces armes-là proviennent nulle part que de la complicité des services internes. D'où il y a lieu avec le ministère de l'Intérieur, comme nous l'avons eu aussi à proposer dans nos recommandations à la fin du travail. Nous avons demandé à ce qu'on sache journalièrement à Kinshasa, il y a combien d'armes qui sont en circulation. Cela permettra aussi de maîtriser tant soit peu ces phénomènes, parce que lorsqu'on connaît qu'aujourd'hui, les services le ministère de l'Intérieur, bien entendu, à travers ces services, aujourd'hui à Kinshasa, il y a par exemple 2000 armes qui sont en circulation pour la journée d'aujourd'hui, vendredi par exemple. Oui. Il y a lieu de connaître chaque arme à la fin de la journée a fait quoi. Il y avait autant de munitions, vous avez utilisé combien, il en reste combien. Ok. Et l'utilisation de munitions faites, ça a été servi à quoi? Il y avait quel incident? Il y a lieu de contrôler certains comportements isolés comme ça. D'accord. J'aimerais qu'on essaye de faire une différence. À votre niveau, c'est quoi la différence que vous faites entre un braqueur et un koulouna? Est-ce qu'il existe une différence ou c'est seulement selon les modes opératoires? Non, il y a une nette différence entre... C'est vrai que ce sont des mots qui prêtent confusion. Oui.
dans la compréhension, mais dans la pratique, ce sont les deux phénomènes différents. Les Kuluna, comme on peut le dire, ils ont un champ d'application un peu distinct de braqueurs. Les Kuluna, si nous allons par exemple du point de vue périmètre géographique, les Kuluna opèrent plus dans les quartiers populaires. Tandis que les braqueurs, eux, ils ont, leur zone d'opération, ce sont les zones commerciales, ce sont les opérateurs économiques auprès de qui ils opèrent. Tandis que les Kuluna, ils n'opèrent pas dans les zones commerciales, mais ils sont plus concentrés dans les quartiers populaires. Une autre nette différence, c'est que les Kuluna, ils opèrent avec les armes blanches, les couteaux, machettes, ainsi de suite, fossiles. Tandis que les braqueurs, eux, ils opèrent avec les armes lourdes, voilà, les armes à feu, les armes lourdes, des fois les explosifs. Donc, il y a une nette différence entre les deux phénomènes. Donc, en réalité, dans la compréhension, ça a tendance à dire la même chose, mais dans la pratique c'est deux choses différentes. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, selon vos études, est-ce que la police nationale congolaise est-elle à mesure de sécuriser, bon, parlons d'abord de Kinshasa, pour ne pas entrer en province, est-ce que la police nationale congolaise est-elle à mesure de sécuriser la population quinoise? Oui, la police nationale congolaise, de par sa mission, oui. Qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. J'affirme sans crainte d'être contredit qu'elle est à mesure de sécuriser les personnes et leurs biens. Mais admettons aussi que dans une ville comme Kinshasa, qui compte aujourd'hui environ près de 18 millions d'habitants, normalement pour une bonne sécurité de proximité, comme nous assistons aujourd'hui à l'instauration des comités locaux de sécurité de proximité, cela veut dire que nous devons avoir la sécurité de proximité, une sécurité qui rapproche les sécurisés et les sécurisants. Alors, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a encore lieu de repenser l'action policière dans la ville de Kinshasa. Et aussi, il y a encore lieu de repenser la gouvernance sécuritaire à Kinshasa dans ce contexte-là d'une croissance démographique galopante. Aujourd'hui, les effectifs en termes de policiers, face à une croissance démographique dans une ville comme Kinshasa, il revient un peu difficile de sécuriser convenablement ces paisibles citoyens, c'est-à-dire, pour ne pas parler des citoyens d'une manière générale parce que nous rentrons dans notre vif de la matière, il revient de sécuriser difficilement les opérateurs économiques victimes de ces phénomènes de braquage aujourd'hui. D'où nous avons pensé à ce que, au-delà de cette mission que la police est en train de remplir convenablement, il y a lieu d'augmenter les effectifs. Parce que plus la population augmente, plus les activités du secteur informel aussi augmentent face à un contexte du chômage élevé. La police aussi, de son côté, doit aussi penser à augmenter ses effectifs pour faire face à ce que nous appelons une croissance déséquilibrée en nombre des unités de la police nationale congolaise. Donc, il y a lieu de penser dans ce sens-là. Et aussi, nous avons aussi pensé à ce que si il y a lieu, en attendant un recrutement massif pour faire face, si nous pouvons, ou l'État congolais peut déconnecter certains policiers qui sont commis à la garde de certains officiels. Parce qu'il se pose un problème. Vous trouvez
un officiel avec un peloton de 40, 50 policiers Pour une seule pour personne. une seule seulement, donc. personne. Tandis que je venais de vous dire que nous sommes dans une ville qui avoisine environ 18 millions d'habitants aujourd'hui. Ok. Donc, vous comprenez que si on pensait à réduire le nombre de policiers commis à la garde de certains officiels, cela augmenterait l'effectif en nombre de policiers qui sont sur terrain dans les opérations. À cela, pensez aussi à un recrutement massif. Et tous ces jeunes, les jeunes délinquants qu'on a menés à Kanyama-Kasese, c'était juste pour peut-être les trucs bilan et tout ça, ou c'était pour enfin réintégrer peut-être l'armée et tout ça? Parce que jusqu'à là, on voit ce qu'ils sont en train de faire avec les généraux de Kassongo Kabouik, c'est beaucoup plus les bancs dans des écoles et puis l'agriculture. Mais est-ce que l'idée à la longue, c'était pas que ces gens-là reviennent et intègrent enfin la police ou l'armée dans ces sens? Bon, je pense que c'est une question complexe et multiforme, mais à mon sens, je pense que ces jeunes qu'on amène à Kanyama-Kasese, l'idée première n'est pas d'intégrer la police nationale congolaise ou l'armée, mais plutôt c'est une forme de réinsertion sociale. Ces jeunes gens qui étaient autrefois, qui se livraient à des actes de banditisme, des violences urbaines, des criminalités urbaines, entre guillemets, le Kuluna, pour l'État congolais avait pensé, c'était une façon de diminuer tant soit peu l'ampleur de ces phénomènes sur certaines villes du pays en prenant ces jeunes, parce que nous avons évoqué ici les phénomènes à la base de ces phénomènes-là, braquage, tout comme Kuluna, c'est le chômage. Nous avons cité entre autres le chômage. Les jeunes, lorsqu'ils sont désœuvrés, soit ils sont employés, mais les emplois ne permettent pas de nouer les deux bouts du mois. Ils se livrent des fois à certains actes de banditisme dans les soucis d'un enrichissement rapide. Ok, je retiens que vous avez parlé du chômage. C'est à cause sûrement de ces chômages que les jeunes... Oui, il y a aussi plusieurs raisons que nous avons évoquées dans le cadre de notre travail. Il y a l'abandon familial, il y a beaucoup de paramètres qui entrent aussi en ligne de compte. Il y a les décès des parents, il y a aussi l'incapacité des parents à prendre en charge certains besoins et puis sociaux de base des enfants, et les enfants sont abandonnés à leur triste sort et chacun se débrouille de sa manière. Et j'aimerais savoir, parce que votre défense au collège Thiès, c'était depuis juillet. Est-ce que depuis juillet, est-ce que vous avez entamé de démarches peut-être pour rencontrer les généraux ici, les généraux de la police, peut-être au ministère de l'Intérieur, peut-être le ministère de la Défense, pour leur proposer, selon votre travail, ce que vous avez eu à faire, et ça peut sûrement peut-être leur aider ou ajouter un plus à ce qu'ils ont déjà commencé à faire? Oui, effectivement, vous savez, lorsque on défend un travail scientifique à cette prestigieuse institution, le Collège de hautes études en stratégie de défense, donc ce n'était pas une consommation interne non plus. Exactement. Parce que ce collège, c'est un collège qui a la vocation internationale. Et mon travail fait partie des meilleurs travaux qui ont été défendus publiquement et qui ont obtenu des notes satisfaisantes. Donc, le ministère de la Défense, qui est le ministère des tutelles du Collège des hautes études de stratégie et défense, est certainement informé et est certainement saisi de ces travaux que nous avons eu à défendre et des solutions qui sont proposées là-dessus. Je pense bien avec les animateurs du collège, ils ont eu à les transmettre à qui des droits, notamment le ministère de la Défense, parce qu'il s'agit de la sécurité du pays ici, de la ville plutôt, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, la ville-province de Kinshasa, et ainsi que d'autres services de renseignement qui peuvent être intéressés par la qualité de nos résultats et de nos propositions que nous avons recommandées aux autorités du pays. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, parmi toutes les opérations que la police a déjà menées jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une opération qui vous a convaincu sur la sécurité ici à Kinshasa? Parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations, pour ne pas citer, mais est-ce que parmi toutes ces opérations,
il y a une seule qui vous a vraiment convaincu sur les modes opératoires? Bon, je sais qu'en passant, dans le cadre de notre travail, nous avons évoqué plusieurs opérations que la police nationale congolaise a eu à mener depuis 2002 jusqu'à ce jour. Il y a eu plusieurs, notamment l'opération Kanga, Vagabond, l'opération Kimia, l'opération Keba, l'opération Tolérance Zéro, l'opération Likofi, Ndobo, aujourd'hui, ainsi de suite. Bon, de toutes les opérations, parce que lorsqu'on passe d'une opération à une autre, cela veut dire qu'il y a eu échec quelque part qui a fait assez qu'on puisse penser autrement pour faire face au banditisme urbain. Parce que je vous ai dit ici que hier, on avait le phénomène Koulouna. Aujourd'hui, nous avons le phénomène braquage. C'est pour vous dire que la police nationale congolaise, elle est en train aussi de s'adapter au contexte du moment et au contexte sécuritaire du pays et de la ville-province de Kinshasa. Pour revenir à votre question, à mon sens, je pense que de toutes ces opérations-là, il est certes vrai qu'il y a certaines opérations qui ont eu à produire des effets à court terme, mais pas à long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a certains éléments qui n'étaient pas associés directement ou indirectement lorsque ces opérations étaient en train d'être menées sur le terrain. Je peux citer entre autres, voyez, parfois les noms qu'on donne à ces différentes opérations traduisent d'abord en soi la violence. Or, lorsque nous allons chez un brigand, à un moment là, il ne faut pas aller avec les sentiments de brutalité. C'est vrai que lui, il est dans son monde, mais il y a aussi certains aspects psychologiques et de réinsertion sociale qui devraient entrer en ligne de compte. C'est ce qui fait que la plupart de ces opérations-là, jusqu'ici pour moi, d'après l'évaluation à mi-parcours que j'ai fait, c'est 50-50. Je ne vois pas une opération qui a eu à satisfaire comme telle. Une autre réalité, c'est que il y a l'absence de la conduite de ces opérations-là dans les camps militaires. Or, nous connaissons que aussi quelque part, les camps militaires font partie des bastions. Et c'est là que nous avons appelé des braqueurs. Parce que de par l'origine, je l'ai bien dit que l'origine sociologique des braqueurs, ils proviennent des fois, ce sont des anciens militaires, ce sont des anciens policiers et tout ça. Mais lorsqu'on mène ces opérations-là sur le terrain, on ne le mène pas aussi dans les camps militaires. Ce qui fait qu'on peut éradiquer le braquage à la cité, mais le braquage reste dans les camps militaires. Il y a aussi cette question-là de l'absence d'une politique criminelle dans la ville de Kinshasa. Une politique criminelle urbaine dans la ville de Kinshasa. Ce qui est aussi à la base de l'échec de certaines opérations qui ont été menées depuis lors jusqu'ici, sans oublier aussi les interférences politiques. Il y a certains brigands qui sont peut-être utilisés par les politiciens pour leur aura sur terrain. Et lorsqu'ils sont pris main dans les sacs, ce sont les mêmes politiciens-là qui passent des coups de fil. D'ailleurs, j'aimerais vous relancer dans la politique. J'aimerais également savoir, juste dans la logique de la politique, est-ce que la politique a aussi sa part des responsabilités dans l'insécurité ici? Oui, bien entendu, parce que si vous parcourez bien notre travail nous avons mis à la disposition du monde scientifique et des autorités politiques compétentes, parce que les recommandations vont à l'endroit des autorités du pays, nous avons dit qu'il y a un problème du déficit de la gouvernance sécuritaire dans la ville de Kinshasa et aussi l'absence des politiques publiques claires en matière de la sécurité urbaine. Cet échec-là des politiques publiques claires en matière de la sécurité urbaine fait à ce que le politicien endosse une part de responsabilité parce que
tout ce qui peut être fait aujourd'hui, sans la volonté politique, rien ne marchera ou rien ne peut se faire non plus. Donc, les politiques ont une grande part de responsabilité d'ailleurs que nous pouvons endosser dans ça. Parce que je vous ai dit ici que lorsque les autres opérations qui ont été menées, il y a eu par exemple l'absence de certains acteurs, notamment les ministères d'éducation à la citoyenneté, les ministères des droits humains, les ministères des affaires sociales. Ces ministères-là clés devraient aussi faire partie prenante lorsqu'on élabore ces opérations-là, parce qu'ils ont aussi un caractère psychologique qui devrait jouer aux côtés de ces brigands-là. Ok. En parlant des ministères, est-ce qu'on peut aussi faire allusion au ministère de la Jeunesse? Parce que quand on parle de brigands, Koulouna et tout ça, les ministères aussi de la Jeunesse, consulter aussi peut-être la ministre, parce que... Oui, bien entendu, ce n'est pas pour rien que j'ai parlé du ministère de la Citoyenneté. Ça sous-entend le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté. Et selon vous, quelles sont les mesures, aujourd'hui on peut se dire, quelles sont les mesures que vous pouvez proposer aux autorités qui vous regardent en ces moments contre ces phénomènes braquage et Koulouna à la fois? Quelles sont les mesures que vous pouvez proposer? Une ou deux, disons trois mesures peut-être. Merci beaucoup. Je pense que dans notre travail toujours, parce que c'est un travail pertinent que nous avons mis à la disposition du monde scientifique et des autorités compétentes. Dans le déroulement de notre travail, nous avons eu à poser une question. Quelle stratégie sécuritaire mettre en place pour faire face au phénomène braquage contre les opérateurs économiques à Kinshasa? De cette question-là, nous avions proposé trois options. Okay. La première option que nous avons proposée, c'était la prévention et la sécurité dissuasive et numérique. De ça, nous avons pensé que si nous nous mettons dans l'optique de prévenir les événements que courir derrière les événements, tout en essayant de dissuader tout comportement criminel, en associant aussi une sécurité numérique, parce que ça, c'est une innovation que nous avons. Je vais développer un peu plus tard. La sécurité numérique. Voilà. Okay. Et j'élabore d'abord les trois options. Donc, la première option, j'ai dit que la prévention, la dissuasion ainsi que la sécurité numérique, c'est la première option que nous avons y à proposer dans le cadre de l'éradication de ces phénomènes. La deuxième option, nous avons préconisé la création ou la mise en place d'un conseil d'éveil et de sécurité. Et ce conseil-là, on pouvait parfois faire appel aux unités d'intervention rapide, mais ça, nous avons pensé que c'est lorsqu'il y a déjà survenance des événements. Mais ici, nous sommes dans l'optique de la prévention. La troisième option que nous avons proposée, c'était la collaboration civilo-militaire, donc un peu dans le cadre de la résilience communautaire. Alors, lorsque nous avons eu à comparer ces trois options stratégiques dans le cadre de l'analyse SWOT, donc en train de voir les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités pour chaque option, nous sommes parvenus à conclure que pour la situation actuelle dans la ville de Kinshasa, il faut donc mettre en place la première option qui consiste en la prévention, la dissuasion et la sécurité numérique. Pourquoi? Parce que mieux vaut prévenir que subir les événements. Or, dans une ville comme Kinshasa, c'est vrai qu'une opération peut se passer à Lemba, où peut-être il n'y a pas un poste de la police ou un sous-siat de proximité.
les braqueurs sont dans une agence de transfert, dans une banque ou dans une messagerie financière en train d'opérer. Ok. Des fois avec la complicité interne de certains agents de l'ordre, comme je l'ai à le dire ici, qu'il y a certaines armes qui sont en circulation, qui ne sont pas issues de braqueurs, mais qui sont issues des circuits officiels, moyennant location. Alors, pourquoi nous avons proposé la première option? Parce que en intégrant aussi la sécurité numérique, il faille donc que l'État pense à mettre certains dispositifs numériques, notamment les caméras de surveillance, à des zones commerciales, Des zones très stratégiques, des endroits stratégiques, des carrefours, des grands endroits de concentration des activités commerciales. Des drones, par exemple, de la biométrie. Comme ça, lorsqu'il y a, par exemple, un faux mouvement, admettons qu'il y a, par exemple, des drones qui survolent les endroits à problème, à concentration ou des zones commerciales, notamment s'il y a, par exemple, les systèmes d'alerte générale. Okay. L'appareil qui survole les lieux, en cas de constatation d'un faux mouvement, l'appareil peut sonner, il peut retentir directement, ça éveille la curiosité de tous ceux qui sont dans les abords pour « Ah non, quand on entend telle sonnerie là, donc il y a un mouvement suspect. » Et c'est une façon aussi de dissuader parce que nous sommes dans un contexte où d'abord le déplacement à Kinshasa, c'est pas facile. C'est vrai que même si la police est dotée de moyens logistiques, mais il y a aussi un autre problème d'embouteillage. L'intervention peut venir en retard pendant qu'ils ont déjà commis le forfait, ils sont même partis. Parce que leur mode opératoire, c'est quoi? Ils sèment d'abord la terreur. Ils sèment la terreur et la panique dans tout l'environnement. Ils peuvent faire grépiter les balles en l'air, ça crée la psychose et tout ça. Ils opèrent et puis ils partent. Okay. Alors, lorsqu'on met en place un dispositif de sécurité numérique à côté de la prévention et la dissuasion, je pense que ça fait partie de l'option idéale que nous avons préconisée en ce moment. C'est vrai que la collaboration civilo-militaire doit aussi accompagner, mais pour nous avons pensé. Mais pour en finir ou arriver là, parce que notre arsenal juridique, je l'ai à l'évoquer ici, par exemple, les décrets loi numéro 13/041 du 16 septembre 2013, instituant les comités locaux pour la sécurité des proximités, ainsi que les décrets numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, ainsi que d'autres cadres constitutionnels et législatifs, notamment la Constitution de 2006 en son article 203, confiant seulement à la province des compétences en matière de sûreté intérieure, la loi organique 08/016 17 octobre 2008 fixant l'organisation des entités territoriales décentralisées, dont le conseil de proximité et consultation locale, ainsi que les décrets loi de 1998 numéro 081 établissant plutôt l'organisation provinciale, notamment le conseil consultatif provincial, n'ont pas évoqué la problématique de l'instauration de la sécurité numérique à côté de la prévention et la dissuasion dans l'arsenal juridique. Et dans la ville de Kinshasa, dans la ville comme Kinshasa, Bité a beaucoup de nouveaux phénomènes criminels et banditisme urbain. Vous comprenez que la création ou l'insertion dans notre arsenal juridique de la sécurité numérique aux côtés de la prévention et la dissuasion, ça sera vraiment une très bonne chose. Parce que maintenant, c'est vrai que pour y arriver, il y a aussi un plan d'action qu'il faut mener. Okay. Il y a un plan d'action qu'il faut mener, il y a un budget qu'il faut mettre en place, il y a des besoins il faut former, ainsi de suite. Merci beaucoup pour votre intervention. On a vraiment dépassé les temps, mais je vous donne 2 ou 3 minutes. Vous allez regarder la caméra juste derrière pour votre dernier mot.
Vous allez vous adresser, je ne sais pas, à qui, soit à la population, soit aux autorités, rapidement, en 2 minutes pour clôturer. Merci beaucoup. Je pense que mon tout petit mot de fin de cette séance est que aux autorités d'abord compétentes du pays, ceux qui ont en charge la sécurité des personnes et de leurs biens, d'une manière générale, et ceux qui ont en charge de la sécurité des opérateurs économiques, parce que c'est eux qu'il s'agit ici, ils doivent, en dehors des actions policières, repenser la problématique de la gouvernance sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Les personnes et leurs biens se livrent à des activités de survie de leur ménage. Mais ils sont butés à côté de ceci d'un autre fléau qui guette l'air, qui étude, qui est ce phénomène de braquage, qui vise que les opérateurs économiques. Donc l'État congolais dans l'ensemble et toute la population et même les opérateurs économiques, parce qu'avant que l'État vous vienne en sécurité, la première sécurité, c'est vous-même. Donc, nous prenons cette collaboration civilo-militaire-là, doit être un cadre permanent de concertation. Et aussi, chaque opérateur économique doit penser dans son organisation interne à essayer parfois de limiter les mouvements de flux financiers journaliers. Parce que ça aussi, ça fait partie des mouvements que le braqueur suive à la loupe. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui fonctionne dans une petite caisse comme ça avec des millions et des millions d'argent sans sécurité. Donc, chacun doit aussi penser à sa propre sécurité avant que l'État puisse sécuriser d'une manière générale. Mais la responsabilité première de la sécurité des personnes et de leurs biens incombe à l'État. Je leur recommande vivement de lire notre travail que nous mettons à leur disposition. C'est pour l'avancement de notre ville-province de Kinshasa comme pôle de développement régional et économique du pays. Merci beaucoup, M. Albert Ngoyimbaya, que j'ai reçu aujourd'hui pour cette 3e édition d'FTK Live. Je rappelle qu'avec M. Albert Ngoy, nous avons discuté sur les phénomènes braquage et insécurité des opérateurs économiques à Kinshasa. Il nous a expliqué d'où proviennent les braqueurs, comment est-ce qu'ils opèrent, et les différents domaines et tout ce qui va avec. Donc, nous vous proposons, c'est un travail qu'il a eu à défendre au mois de juillet dernier au Collège des hautes études de défense et tout ça. On vous recommande ce travail, les autorités, pour ceux qui veulent améliorer dans leur façon de faire. Le travail est à notre disposition. Vous nous contactez et vous aurez les travails pour l'application. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour la 4e édition. Samuel Fataki à la présentation, vous avez les numéros, vous nous contactez pour toute collaboration. Et si vous voulez également passer pour faire valoir votre savoir, vos affaires et tout ce qui va avec. Je vous dis merci et on prend rendez-vous à la prochaine.